Bonsoir tout le monde. Écoutez, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Moi, je reviens tout juste de la plage il y a une petite heure. J'étais en train de discuter du coup avec Sophie et Tobias, et donc du coup, ils vont bientôt nous rejoindre. J'en profite le temps que vous nous rejoigniez juste pour vous reglisser quelques messages. Et pas des moindres, qui sont quand même relativement importants. Je vous rappelle du coup que le film C'est quoi le bonheur pour vous est en accès gratuit à vie sur YouTube depuis maintenant le 20 mars. En fait, le 20 mars, c'était la journée mondiale du bonheur. Et comme vous devez le savoir, j'ai pris cette décision de le laisser gratuit pendant la période de confinement. Et puis, vu l'évolution et l'importance que commence à prendre le film maintenant depuis 4 ans, sachant qu'on a dépassé la barre maintenant des 2 millions de spectateurs avec le fait de l'avoir rendu en accès gratuit depuis le 20 mars. C'est magnifique de voir que vous êtes nombreux et nombreuses à aimer ce film, et donc du coup à le transférer autour de vous. Donc voilà, le film est gratuit maintenant à vie sur YouTube, et je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez aussi organiser des projections parce que le film est libre de droit, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de payer de droits SACEM ou droit d'auteur si demain vous souhaitez organiser une projection dans un cinéma, dans votre entreprise, dans une école, peu importe. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse partager du bonheur. Je vous rappelle aussi du coup la suite, évidemment, du film L'école de la vie, une génération pour tout changer. Ce film, il est accessible sur éducationalternative.fr. C'est un site qu'on a créé non pas à l'effet pour le film, mais pour parler justement d'éducation, et notamment d'essayer de marier, j'ai envie de dire, l'éducation nationale et tout le monde institutionnel avec tous les outils qui existent et tous les professionnels qui existent autour des institutions, et qui apportent beaucoup de choses et qui apportent beaucoup d'énergie pour essayer d'accompagner au mieux les enseignants, les parents et les enfants. Et dans le film, notamment, on en parle. Et puis, la dernière chose qui est importante, parce qu'on travaille dessus depuis un petit moment, c'est le congrès Innovation en éducation. Donc, c'est le 24 et le 25 octobre, c'est notre 4e édition. Je vous rappelle, on attend un peu plus de 1100 personnes. La très bonne nouvelle, c'est que j'y étais donc il y a 2 jours. Je suis passé à Paris avec ma collègue Julie pour reprendre des mesures sur place et puis pour affiner le congrès. Et donc, le propriétaire de l'espace Charenton nous a appris qu'ils avaient reçu une agrémentation de la mairie de Paris, euh, dans l'idée qu'ils étaient OK en fait pour recevoir du monde dans le contexte actuel. Ce qui veut dire qu'ils sont équipés, ils ont tout ce qu'il faut par rapport au contexte actuel, donc c'est génial. C'est le petit bonus qui nous manquait. Alors, je vais faire apparaître du coup nos invités. Alors, j'enlève le son, je masque ça, et eux vont arriver dans vraiment 3 secondes, si tout va bien. Et voilà, ils sont là. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Excité pour le départ ou pas? Ouais, on est impatient, on a hâte. Mix de stress, ouais, et excitation. Alors, évidemment, on ne vous connaît pas, moi le premier. Je vous connaissais pas il y a à peine encore 15 minutes, le temps qu'on échange. Donc, je vais vous laisser vous présenter. La parole est à vous. On vous écoute. C'est bien, très bien. On espère que vous allez bien nous entendre parce qu'il pleut et il y a de l'orage. C'est parfait. On vous entend très, très, très bien. Ok, parfait. Du coup, moi, c'est Sophie. Moi, c'est Tobias. Et donc, il y a un peu moins d'1 an maintenant, on a créé une association qui s'appelle Uno Mundo Expédition. Ouais. Et le but, c'est d'encourager, de pousser les gens à passer à l'action, passer à la prise d'action citoyenne pour penser à la planète. Et dans ce cadre-là, on mène une expédition cet été en Arctique, à la voile, avec un voilier qui s'appelle North About, qui est un voilier d'expédition polaire. Et donc, c'est une expédition, on a 3 axes. On a un axe éducatif, un axe éducatif pédagogique avec des classes, un axe scientifique et un axe médiatique. Je vais expliquer un petit peu. Ouais, donc l'axe scientifique, c'est de faciliter la recherche en Arctique. Donc nous, on est vraiment focus sur les changements climatiques. C'est vraiment pour nous, il n'y a pas de sens à faire vraiment autre chose. Pour nous, c'est vraiment le défi de toute l'humanité aujourd'hui. Et donc, on avait vraiment envie de faire quelque chose là-dessus. Et donc, on attaque un peu sur tous les fronts. Donc, on a plusieurs chercheurs qui viennent à bord. Et on a une équipe média, donc 2 caméramans et un photographe.
Et donc les chercheurs vont aussi faire des interviews durant l'expédition et parler de leurs différents projets. Et le troisième côté, c'est le suivi avec les classes. Donc, on vous invite tous à nous suivre. Donc, les vidéos vont être relayées une fois par semaine en direct du Groenland cet été, avec chaque fois un sujet. Donc, une fois par semaine, on va traiter un sujet en particulier. Donc, ça va être informatif, mais à la fois attirant. Voilà, c'est comme vous dites, c'est l'école autrement, voilà, l'école de demain. C'est un petit peu plus fun et suivre l'expédition, mais aussi vraiment découvrir pourquoi l'Arctique on dit que l'Arctique change réellement de couleur aujourd'hui. Il était blanc et il passe de plus en plus au bleu à une vitesse phénoménale. Donc voilà, on va là-haut pour vraiment vous montrer tout ça. Voilà, on va faire des petites vidéos. Du coup, en fait, les vidéos qu'on va faire, comme tu disais, elles vont reprendre un thème. Et on va vulgariser ce que font nos scientifiques qui viennent à bord du voilier. Donc, on a 2 écologues, un écologue qui est géographe et un écologue qui est géomorphologue. Et donc, eux, ils vont étudier donc, le littoral et les modifications liées au changement climatique. Donc, okay. À la fois au niveau de la faune et au niveau des modifications du littoral. Et on a un ingénieur en énergie renouvelable avec qui on va installer des stations météo au sud du Groenland qui vont mesurer toutes les 10 minutes la vitesse du vent. Ok. Un des autres projets, c'est de planter des arbres. Donc ça, c'est une association danoise qui plante des arbres au Groenland depuis quelques années. Donc on va les aider, on va filmer et on finance une petite partie des arbres pour nous compenser les émissions de notre expédition. Et un dernier projet qui a été malheureusement reporté cette année, c'était donc Cap au Nord, qui est une autre association qu'on a rencontrée à Paris lors d'un colloque scientifique à l'ambassade au ministère des Affaires étrangères. On a eu la chance de rencontrer Philippe Nicolas, qui a lancé Cap au Nord 2020. Et nous, on était là-bas, en fait, c'est marrant. Donc, nous, notre démarche, c'était d'aller voir les chercheurs et savoir qui c'est qui a besoin de data. Nous, on a besoin d'un bateau. Nous, on a un bateau, on propose, est-ce que vous avez besoin d'aide? Et Philippe Nicolas, il cherchait justement un bateau pour emmener donc 21 élèves. Et donc, ils cherchaient un voilier. Ils forment 3 groupes, en fait, et ils sont formés... un groupe sur l'anthropologie, un groupe qui était plus sur la biologie marine et un groupe qui était plus sur l'océanographie. Du coup, ils ont reçu des formations en amont par des chercheurs connus, comme par exemple j'ai un trou là. Jean-Michel Hutin. Oui, Jean-Michel Hutin, par exemple en anthropologie, Julie Lescanet du laboratoire L'Océan. L'idée. Et donc, ils sont formés en amont et après, avec tous les outils qu'on a à bord du bateau, par exemple, on a une station météo. Voilà, ça leur permettait de faire des relevés et d'être acteurs. Enfin, voilà, c'est une manière aussi que Philippe il met en avant aussi, c'est de rendre les enfants acteurs en fait pour qu'ils comprennent la biodiversité. On a trouvé ça super intéressant. Nous, on sait que l'école et la pédagogie, c'est au début, nous, c'est devenu de plus en plus important dans le projet. Donc là, en revenant de notre première expédition, donc nous, on prévoit de faire ça tous les ans. Donc l'année prochaine, sur un passage du Nord-Ouest. Mais on va passer un maximum de temps, donc en revenant en France, dans les écoles, intervenir et montrer et parler de ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu et ce que voient les locaux. Nous, c'est beaucoup de faire passer en fait ce message-là, non pas à travers des chiffres et des graphes en fait de plus 1,2 degrés, mais il y a des gens, en fait, il y a 4 millions d'habitants qui habitent au-dessus du cercle polaire arctique, et ces gens-là, vraiment, c'est des gens qui le voient, pas forcément négatifs, il y a des points positifs aussi là-haut, donc il y a plus d'emplois, plus de tourisme, plus d'agriculture. Ouais. Donc on ne va pas rester forcément sur le négatif, mais il faut savoir que le Groenland où on va cette année, c'est 40% de la montée des eaux.
C'est rien que le Groenland. Donc c'est vraiment, vraiment l'endroit au monde où tout se joue et c'est en train de se passer aujourd'hui. C'est clair, hein. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce genre d'expédition? Ben, on a toujours eu un petit brin pour l'écologie, l'environnement. Donc on a essayé, on essaye nous de faire le plus qu'on peut dans notre vie de tous les jours. On a orienté nos précédentes carrières dans l'environnement. Moi j'ai fait une école de commerce, donc j'ai essayé de travailler dans la responsabilité sociétale environnementale, dans la RSE, et puis j'ai travaillé dans l'hydroponie, tout ça. Et moi j'étais dans le bâtiment, donc on est vraiment tous les deux pas navigateurs depuis des années. On a découvert ça il y a 3-4 ans. Moi je construisais des maisons en bois. Okay. Je me suis orienté naturellement vers le côté écolo, plus passif en fait de la construction, mais voilà, je cherchais toujours un moyen de comment. C'est bien d'être végétarien et voilà, on parle d'écologie, des petits gestes, c'est hyper important, mais c'est pas comme ça qu'on change le monde. Donc, comment avoir un réel impact aujourd'hui, c'est vraiment difficile. Et en découvrant le monde de la voile, du nautisme, on peut faire beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire autrement. C'est un moyen un peu plus écolo, donc forcément voilà, de transport à la voile. Ouais. Mais aussi, je trouve que c'est un milieu qui fait rêver un petit peu, qui inspire les gens. Et donc, voilà, naturellement, et ça permet aussi d'aller dans des zones où on ne peut pas facilement aller autrement, quoi, hein. Donc, voilà, toute l'idée d'aller en Arctique, c'est vraiment là où tout se joue. C'est clair, hein. Et vous avez quel âge? Moi, j'ai 28 ans. Ok. Moi, j'ai 31 ans. Ok, c'est cool ça quand même, hein. Parce que je trouve que justement, potentiellement, vous pouvez inspirer aussi d'autres jeunes à faire aussi d'autres choses, mais toujours orienté sens, tu vois, donner un sens justement à ce qu'on fait. Et si on peut le faire pour l'humanité, pour la planète, ça donne encore plus de sens, je trouve. Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que ça fait à peine 4 ans en fait que vous vous intéressez à la navigation. Donc moi, dans ma tête, je me dis, en fait, finalement, c'est accessible quasiment à tout le monde. Tout le monde pourrait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Le but aussi, c'est de montrer que chacun peut faire quelque chose à son échelle. Et nous, on espère inspirer le plus de monde possible, en fait, à aussi, de son côté, avoir des actions positives pour la planète et puis faire des projets. Ouais, c'est clair. Et comment vous avez réussi à obtenir ce bateau? Parce que si j'ai bien compris, ce bateau, c'est un bateau qui est connu, non, pour faire des expéditions polaires. Ouais, North About, c'est le seul voilier à avoir fait 2 fois le cercle polaire arctique. Okay. Et c'est l'ancien voilier d'un aventurier britannique connu qui s'appelle Sir David Humphrey Adam, qui du coup a fait le record du 2e passage du Nord-Ouest en 4 mois et 1 jour. Okay. Et en fait, le bateau n'était pas à vendre. Tobias avait lu un livre il y a quelques années. Donc, il y a très peu de voiliers en fait qui sont vraiment conçus et adaptés pour aller là-haut. Et quand on cherchait un voilier, j'ai pensé que peut-être on pourrait pas forcément l'acheter, le louer, faire un deal. Et j'ai découvert en fait, moi je connaissais la première expédition donc, des Irlandais. La deuxième, en fait, quand on l'a découverte, ce qu'il y avait de super intéressant, c'est que donc c'est un alpiniste, c'est un aventurier voilà, qui a fait pôle Nord, pôle Sud, tous les sommets. Et il a vu, en fait, durant toute sa carrière, vraiment les glaciers fondre, l'Arctique changer à une vitesse folle. Et il a acheté le bateau exprès pour démontrer aux gens que l'Arctique est en train de changer, quoi. Donc, ce bateau-là, il a fait le tour du pôle Nord en 2001 jusqu'à 2005. Et il a mis 4 ans. Et il l'a refait donc à peine 15 ans plus tard, en 4 mois, 1 jour. C'est énorme. Donc le bateau a déjà vécu vraiment ce changement dans l'Arctique. Et voilà, quand on a approché David, donc le précédent propriétaire, avec un projet exactement similaire, il nous a vraiment soutenus, donc par l'expédition. Il nous a offert toutes les images donc de leurs expé précédentes. Et vraiment beaucoup de chance. Ouais, c'est énorme. Et donc, du coup, vous avez des partenaires qui vous soutiennent aussi dans l'expédition, j'imagine, parce que ça a un coût quand même, tout ça, non?
Ouais. On a eu la chance de trouver, de monter l'expédition rapidement et de rencontrer, d'avoir beaucoup de sponsors qui nous soutiennent. On a énormément pour tout ce qui est technique. On est partenaire de l'université de Liège. Okay. Toutes les marques Ursut pour les vestes de survie, SunPower pour les panneaux solaires. Plein. Voilà, beaucoup de partenaires techniques. Ouais. Waterhole aussi qui fait des lunettes de soleil en filet de pêche recyclé, Okay. avec laquelle on va faire un projet à notre retour en septembre, fin septembre, quand on revient. On va ramasser des filets de pêche avec les kayaks quand on revient sur les côtes anglaises et françaises. Du coup, Ok. Non, c'est énorme. Ça a l'air d'être très simple en vous écoutant. Ça a l'air d'être très fluide, en fait, tout ça. Quoi. Ouais, ça a l'air, mais c'est énormément de préparation. Beaucoup de travail. Et on a eu de la chance aussi de trouver les bonnes personnes, de rencontrer Philippe, de rencontrer plein de monde. Et avec le corona, bon, forcément, il y a un mois, on ne savait pas si on allait pouvoir partir, en fait. Ouais. Le Groenland, voilà, c'est comme beaucoup de ces endroits un peu reculés, il n'y a pas d'hôpitaux dans tous les villages, donc c'est beaucoup de petites communautés. Donc à chaque fois, c'est avion pour s'il se passe quelque chose, quoi. Donc les soins, c'est pas forcément idéal, donc ils font extrêmement attention à qui c'est qui arrive actuellement. Et on va être un des seuls voiliers sur place cet été parce que on a réussi à obtenir un permis pour y aller, quoi. Mais... Ah, ok, d'accord. Il est prévu aussi avec Cap au Nord, si j'ai bien compris, qu'il y ait des enfants aussi qui se rendent sur place. Oui, il y aura des enfants avec lesquels on va travailler. On va travailler avec une école à Kakortok. Ouais. C'est une école de guides, en fait. Du coup, je ne sais pas si vous m'entendez, parce qu'il y a énormément de pluie. C'est orage ici. On vous entend bien. Donc, une école de guides. Donc, comme le tourisme se développe beaucoup en Arctique, et il y a un centre de jeunes en difficulté qui se reconvertissent et qui qui veulent devenir guides. Et du coup, certains de ces jeunes qui vont venir à bord du bateau et qui vont du coup faire en quelque sorte leur stage et en même temps nous faire découvrir le Groenland. Et on les amène avec nous pour planter des arbres à Narsarsuaq. D'accord. Okay. Donc avec Cap au Nord, ça n'a pas pu se faire malheureusement à cause du Covid cet été. Voilà, ils ont pris la décision, je pense très sage, ça a dû être reporté forcément. Et, mais c'est prévu pour juillet 2021. On repartira le même projet. Voilà, le bateau sera là, donc on va accueillir le groupe. Je pense qu'on sera encore plus prêt, on aura plus d'équipements scientifiques. Voilà, on fait beaucoup de choses avec Météo France aussi, on largue des bouées. Je pense qu'il y aura plein de choses à faire avec les enfants. Alors, vous me dites si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'à partir du moment où vous avez mis en place le projet, il y a sûrement des acteurs comme Météo France qui sont venus vers vous en vous disant « Tiens, est-ce que vous pouvez aussi faire des trucs pour nous ?» Ou je me trompe, ou c'est vous qui les avez sollicités? On a beaucoup sollicité tout le monde au début parce que personne ne nous connaissait et puis il faut acquérir une certaine légitimité, une certaine confiance surtout avec les partenaires, avec tout le monde, quoi. Okay. Et puis non, après ils sont venus vers nous pour nous proposer des projets. Mais au tout début, c'était ils voulaient beaucoup savoir si c'était sérieux, l'équipe, le bateau, etc. Parce que c'est quand même de l'équipement qui coûte assez cher. Les stations météo, c'est plus de 100 000 €. Les bouées, pareil. On fait aussi du prélèvement d'eau. Bon, ça c'est moins cher, mais voilà, c'est toute une confiance aussi parce que voilà, on rentre dans des programmes de recherche. Oui, c'est clair, ouais. Ouais, c'est chouette. Et j'étais en train je pensais à un truc aussi, c'était toujours à Cap au Nord. En fait, de ce que j'ai compris de l'idée motrice de Cap au Nord, quand même, c'est d'inspirer un maximum d'écoles à se dire, voilà, si nous on le fait, en fait, vous, dans votre école, vous pouvez le faire. Ouais, c'est ça, ouais. On a beaucoup essayé de motiver des professeurs pour pouvoir enseigner, tourner un petit peu leur éducation plus vers l'écologie, etc. Et c'est sûr que c'est pas évident, ça demande pas mal de courage, de travail, et de repenser au final autrement, quoi. Bah ouais, c'est clair. Et Philippe, il est aussi on a visité plusieurs classes et on devait en faire beaucoup d'autres. Malheureusement, ça avait été annulé à cause du Covid. Mais les 3-4 classes qu'on a visitées en région parisienne
de Cap au Nord, on a vraiment vu que les élèves étaient motivés. Et j'aime beaucoup, enfin, nous, ce qui nous a beaucoup plu, c'est ce côté de pédagogie par projet, quoi. Ouais. Autour d'un sujet, ils travaillent, ils ont fait des maquettes du voilier, ils travaillent la géométrie avec les voiles. Le français avec tout le vocabulaire marin. Ouais, ouais. Voilà, vraiment de construire toute cette dynamique, de motiver les élèves parce qu'ils connaissent le projet, et puis ensuite de parler de géographie. Bien sûr. Voilà. Il y a tellement de choses en fait qu'on peut rattacher et au lieu de le lire dans un livre, quoi. Ouais, puis avec en toile de fond l'idée de si ces enfants vivent ce type d'expérience, a priori ils deviendront plus tard des gardiens de notre planète et potentiellement de futurs peut-être explorateurs ou en tout cas des personnes qui feront davantage attention et qui seront plus sensibilisées à la protection de l'environnement et donc oui forcément à notre planète. Enfin, c'est ce que je me laisse à croire. Enfin, moi j'ai vécu des petites expériences comme ça quand j'étais plus petit. Moi j'ai 41 ans et donc à l'époque on appelait ça des classes nature. Mais malgré tout, en fait, ça m'a marqué parce que on avait des enseignants qui étaient un peu portés quand même dans cette direction. Et donc, on nous sensibilisait aux plantes, aux arbres, et ça nous arrivait même de faire des câlins aux arbres à l'époque. Et donc, on était très très loin maintenant de la sylvothérapie. Enfin, donc, pour moi, ça peut vraiment changer un enfant de vivre ce type d'expérience. Ouais. Le rapprocher de la nature, ouais, ça va tout de suite il va voir le lien concret que du coup, il faut vraiment protéger la planète parce que sinon, il va voir disparaître toute cette beauté, quoi. Bah ouais, c'est clair. Ouais. Et alors, vous me disiez tout à l'heure que normalement vous deviez partir demain, mais en fait vous allez repartir mercredi. Ouais, il y a un petit connecteur sur les stations météo qui est pas arrivé. Du coup, ouais. Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire par rapport à votre projet Unomundo? Parce que vous avez quand même parlé un peu brièvement, quoi. J'imagine qu'il y a peut-être d'autres choses, non, à dire autour de ce projet. Ouais, il y a plein de choses. Beaucoup de choses à dire. On peut parler de quoi? Du coup, on a rencontré là on a créé l'équipe à distance, des amis, etc. Et là, on les rencontre au compte-gouttes un petit peu, donc dans le début de l'expédition. On est du coup, donc j'ai dit, on est 3 scientifiques, 2 caméramans, un photographe, une artiste et nous 2. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se connaissait, enfin, on s'est jamais rencontrés avant, on se connaissait pas. Il y a que Tobias et moi qui sommes marins, donc ils n'ont jamais mis les pieds sur un bateau, donc c'est aussi, c'est aussi courageux de leur part. Ils sont tous engagés, aventuriers, donc c'est aussi pour dire voilà, n'importe qui, enfin tout le monde pourrait le faire, quoi. Oui, c'est clair. Ils se challenge, quoi. Enfin, ils sortent un peu de leur zone de confort, j'imagine. Ouais, carrément. Ouais, c'est questionnant parce que tu peux te demander, ne serait-ce que si tu vas avoir le pied marin. Exact. Ouais, ça pourrait être un problème. Espérons que, normalement, tout le monde est capable au bout de quelques jours, de passer le cap, quoi. Mais ça peut être, pour certaines personnes, ça peut être très, très mauvais. Ouais, c'est clair. Hein. Et tout le monde va participer aux tâches sur le bateau ou chacun Ouais, on aura des tours, on aura des quarts, donc des quarts de 3 heures pour surveiller le bateau, pour être à la barre, des quarts de 3 heures pour la nourriture, des quarts de 3 heures on va alterner. Ok. Énorme. Hein. Moi, je me suis toujours dit j'ai toujours eu profondément de respect pour les gens qui traversaient la mer. Encore plus ceux qui la traversent seuls. Je me dis que pour moi, c'est assez incroyable en fait comme aventure. Et pourtant, je me considère un peu comme un aventurier, mais j'ai l'impression qu'en mer, dans ma conception des choses, c'est si t'arrive quelque chose, c'est là où c'est le plus compliqué. Tu vois. Si t'arrives un truc, je sais pas, en montagne ou dans d'autres lieux, j'ai l'impression qu'il y a plus de possibilités en fait de s'en sortir. Et dans ma tête, en fait, en pleine mer, je me dis, si t'arrive un truc, mais ça peut devenir très compliqué, quoi. Ouais, il faut tout anticiper. On a des contacts médicaux à terre. On a fait des fiches. On s'est assuré que tout le monde avait pas de problème de santé. Puis s'ils en avaient, on s'est bien assuré que tout était. On avait tout l'équipement de sécurité à bord, les balises, les gilets, etc. Mais c'est vrai que c'est un gros stress, la responsabilité de la sécurité de tout le monde à bord. Et c'est quand même dangereux. Voilà, Atlantique Nord, c'est pas une traversée facile. C'est ça. C'est 12 jours si tout se passe bien. Donc ça va. Au niveau de la longueur, ça va. Mais donc il y a souvent des vents forts près du Cap Farewell. Donc c'est le cap sud, tout au Groenland. Et c'est là où on installe les stations météo.
Ok. Donc en arrivant, potentiellement vent très fort et potentiellement quelques icebergs. Il y en a peu, donc on part avec un petit peu de retard. On aurait dû partir il y a déjà 15 jours, mais voilà, avec le Covid, ça a été décalé. Mais voilà, on est ici à Saint-Malo et c'est marrant depuis quelques semaines, enfin depuis une semaine, et plusieurs personnes qui sont allées au Groenland et qui nous racontaient comment il y a 10 ans, enfin il y a 20 ans, et là où on va rentrer nous, donc dans le sud là, normalement ce serait bloqué de glace quoi. Ok. C'est difficilement accessible, il faut attendre que ça fonde. Là c'est une mer bleue, il y a pratiquement plus rien. Ouais. Alors que pour vous dire un peu l'état de l'Arctique, ça a été un hiver donc très froid. Le problème, c'est que ça a été un hiver tellement froid que c'était sec. Donc, la calotte glaciaire, par exemple, du Groenland, s'il neige pas, tu accumules pas la neige qui ensuite se compacte et qui reforme le glacier quoi, petit à petit. Ouais, ouais. Donc, et là, ils ont battu le record, ça a commencé à fondre. Donc, ils disent que la calotte, à partir du moment où il y a 5% de la surface de la calotte glaciaire au Groenland qui commence à fondre, voilà, ils sont rentrés dans la période de fonte quoi, de l'été. Et Okay. ça a démarré il y a déjà 3 semaines, c'est 2 semaines en avance sur le normal. Donc, Ouais, ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. non, Ouais. non. Donc, on va voir ce qui se passe. Ça va être intéressant d'être sur place et réellement de voir de nos yeux, quoi. C'est clair. Et pour vous suivre, vous dites que vous allez quand même relayer assez souvent les infos sur des réseaux sociaux, c'est ça? Sur une page qui est dédiée à Unomundo, j'imagine? Ouais, voilà, ouais, pour nous suivre, vous pouvez aller sur Unomundo Expédition. Donc, Uno, c'est UNUMONDO Expédition. Donc, ça, ce sera sur Facebook, sur Instagram, sur la chaîne YouTube. Okay. Donc, on va pouvoir poster tous les jours. Et puis, vous pouvez voir aussi notre position. On a une balise, en fait, qui va faire le tracé. Donc, Okay. vous pouvez voir si on tire des bords parce qu'on est face au vent ou si on file tout droit. Et aussi, oui, au niveau pédagogique, on va sortir des vidéos en réalité virtuelle, en film 360. On a des casques VR. Énorme. Et on aimerait du coup faire une tournée de France, en avoir 30 comme ça pour pouvoir faire vivre l'expérience aux élèves. Et, on va voir ce qu'on arrive à filmer. Donc, c'est avec une boîte de production qui est super motivée sur le projet. Eux, ils emmènent aussi, ils ont monté une fondation donc, pour emmener ces images-là dans des EHPAD, des hôpitaux. Donc, vraiment, à travers la VR, on a vraiment cette immersion totale et donc de pouvoir emmener des gens vivre, vraiment le vivre. Quoi. C'est plus un film, c'est vraiment une expérience. Et ça peut être potentiellement un très bon moyen de communiquer avec des gamins, de faire de la pédagogie, leur faire comprendre quelque chose, de leur montrer quoi. On peut pas tous aller au Groenland, aller dans l'Arctique, c'est pas possible et il faut pas parce que voilà, sinon on crée des phénomènes de tourisme de masse. Donc ça va être un chouette moyen, on va voir comment ça se passe, mais potentiellement au mois de novembre. Et d'ailleurs, je trouve que tu soulèves quelque chose parce que c'est vrai que ça peut donner envie quand même à des agences de voyage, à tous ceux qui sont dans le tourisme, de développer en fait cette destination. Est-ce qu'on sait si c'est une destination qui est bien protégée justement pour pas que ça se développe? C'est pas comme en Antarctique où il y a des traités. C'est un gros sujet actuellement. Depuis quelques années, le tourisme polaire, ça a été multiplié par 10 ou par 100. Ouais, c'est ça. C'est vraiment depuis 5 ans, ça explose. Beaucoup en Antarctique, mais Arctique aussi, énormément au Groenland. Donc, c'est bien pour les locaux parce qu'ils ont des problèmes d'emploi. Eux, ils sont contents. Voilà, généralement, c'est des ressources, quoi, c'est des emplois, et ça, c'est leur plus gros souci, généralement. Donc, mais à ma connaissance, il n'y a pas, je crois, d'articles de loi qui limitent le nombre de à part dans le coronavirus où évidemment c'est limité. Mais ouais, l'idée, en fait, ce qui nous a attiré aussi avec cette boîte de production qui fait des films en 360, c'est qu'ils disaient qu'en fait, ils voulaient tourner des images, mais qu'on allait réussir à transmettre le message sans inciter les gens à vouloir venir, quoi. C'est bien.
Eux, c'est vraiment dans ce dans quoi ils se spécialisent, quoi. Montrer l'environnement, mais en même temps transmettre un message sans pousser les gens au final à y aller, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez imaginé faire des lives pendant votre navigation? C'est envisageable? Bah, pas pendant la navigation, parce que Non. c'est à peu près 1 500 € 1 giga. Ok, d'accord. On a des connexions satellites à bord, mais les connexions satellitaires sont encore assez limitées. On va quand même pouvoir envoyer des vidéos, mais ça va pas être du live. Mais potentiellement en faire quand on sera dans des villages où il y a la meilleure connexion. Je crois qu'on a prévu d'en faire un quand on va planter les arbres. On va planter entre 5 et 10 000 arbres dans le sud. Donc là, on est près d'un aéroport international. Je pense que là, espérons, on aura de la 3G. Ça pourrait être intéressant de se retrouver justement. Avec plaisir. Hein. Ouais. Si vous y pensez, vous me dites, hein, vous m'envoyez un mail, enfin, on se tient au courant. Et ce serait intéressant de refaire un live quand vous êtes sur place pour avoir vos feedbacks de la traversée, comment vous l'avez vécu, ce qui s'est passé. Ouais, savoir comment ça se passe au Groenland. Ouais, cool. Comment on peut faire pour vous aider? Likez, partagez, suivez-nous. On cherche aussi des professeurs voilà, qui nous aident à monter vraiment tout le côté pédagogie. Pour nous, c'est important, mais c'est vrai que c'est un travail énorme, comme beaucoup le savent, je pense. Nous, on n'est pas professeurs, alors on a contacté pas mal de profs qui nous aident à partir des programmes de primaire, de secondaire, etc., de tirer des sujets. Et nous, du coup, on fait des fiches et on filme, on fait des photos en fonction. Donc, si jamais il y a des professeurs qui sont intéressés dans leur matière, ou même de primaire en général, qui ont des sujets intéressants, qui peuvent se relier à ce qu'on fait, on est preneurs. Voilà. D'accord. Ok. Et donc, on trouve vos coordonnées sur le site internet, peut-être sur Onumundo? Ouais, sur Onumundo, vous pouvez nous écrire un mail, ou sinon c'est umexpe@gmail.com. Et voilà. Et puis sinon, on accepte toujours les dons. Ah oui, tu m'étonnes. Voilà, directement sur le site internet. Ok. Ouais, c'est cool. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Est-ce qu'il y a des points vraiment importants qu'on aurait oubliés? Non, qu'on va faire un documentaire, le film en 360, la web série, on a parlé de tout. Ouais. On travaille aussi avec l'APEX. Ah oui, on travaille avec l'APEX. Comme Cap au Nord. Ça, c'est super intéressant. Là, C'est quoi l'APEX? Association polaire des jeunes chercheurs français. Ok. Donc, ils font une semaine polaire au mois de mai, donc qui est passé. On a présenté un peu le projet. Les lives sont visibles sur leur site internet, sur apex.fr. Okay. Et il y a une autre semaine polaire au mois de novembre. Donc, on va faire pareil un petit débrief de tout ce qui s'est passé. Donc, eux l'idée, c'est que la plupart, c'est pas comme nous on est des simples navigateurs, mais c'est vraiment des chercheurs qui sont en live direct depuis l'Antarctique ou le Svalbard. Et c'est de la vulgarisation scientifique, ils expliquent, c'est simplement. Et donc, il y a jusqu'à 25 classes qui peuvent s'inscrire, donc c'est un format webinaire, et qui peuvent poser du coup des questions en direct aux chercheurs. Voilà, comment ça se passe. Non, mais c'est génial, il faut absolument que ça se sache de la France entière ce que vous faites. C'est juste trop bien, quoi. Bon, en tout cas, moi, je vais relayer l'information, hein, vous pouvez compter sur moi. Cela, évidemment, il en fait partie, mais si vous avez, je sais pas, des articles, comme je vous le disais, peut-être des vidéos que vous allez faire, si vous pouvez nous envoyer, nous, ce sera un plaisir de relayer l'information. En tout cas, le public qui nous suit est vraiment croustillant de tout ça. Donc, si ça peut inspirer les enseignants à travers la France à vous suivre et à vous contacter, ça serait génial, quoi. Parce que j'ai l'impression que c'est le début d'une belle aventure, hein, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça, ouais. On a pour projet de faire ça, du coup, sur le long terme. Et donc, du coup, à terme, on a une community manager, une attachée de presse et une responsable pédagogie, du coup, que vous pouvez contacter. Ok. On mettra tous les contacts sur le site internet. Ouais, ok, ça marche. Et si vous faites un film, on peut peut-être se laisser imaginer après qu'il va sortir au cinéma ou non? On aimerait bien, mais on a une boîte de production intéressée. Voilà. Bon, nous, le focus, c'était vraiment sur la partie, donc sur les réseaux sociaux, plutôt sous format de petites vidéos courtes, informatives, mais avec un côté aventure. Et on pense que c'est un format que tout le monde regarde sur leur téléphone. On a vraiment ciblé ce public-là.
Après, on est en discussion avec une boîte de production. Voilà, c'est toujours de la communication en plus. Donc, nous, tout le but, c'est vraiment de montrer à un maximum de personnes ce qui se passe en Arctique et pourquoi il faut se bouger, quoi. Donc, c'est clair. Ça serait intéressant si ça n'a pas été fait de contacter Nicolas Hulot ou Yann Arthus Bertrand. Ouais, non, faudrait qu'on le fasse. On a essayé, c'est pas toujours évident. Ouais, on est allé, du coup, on a rencontré Jean-Louis Etienne, qui est le parrain de notre association. Et ouais. Bon, bah écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une belle traversée. Bah merci. Une bonne expédition. Surtout amusez-vous bien. Je crois que c'est un point qui est important. Et puis bah moi je vais liker votre page, comme ça je vous suivrai aussi à distance. Et bah je vous souhaite que du bon. Ouais. Et je vous dis à très très bientôt. Oui, à très bientôt. Bye bye. Bye bye. Et voilà les amis, c'était donc Sophie et Tabias qui partent donc du coup pas demain, mais mercredi au Groenland. Alors je trouve que c'est quand même une magnifique expédition. Si ça peut inspirer toute personne, tout citoyen, pas forcément des jeunes. D'ailleurs, c'est génial que ce soit des jeunes qui mènent sur pied ce genre d'expédition parce que je pense que vraiment, c'est un peu comme ce que je fais moi depuis maintenant 17 ans. Je me dis à chaque fois, si moi je le fais, potentiellement tout le monde peut le faire. Donc chacun à notre niveau, chacun avec nos énergies, on peut essayer d'apporter notre petite pierre positive pour un monde meilleur. Alors, qui le prochain tour, quoi. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez que je parle de ce que vous faites, de vos projets qui donnent du sens pour notre planète. Écoutez, je vous souhaite une très très belle soirée. On se retrouve mardi maintenant, donc à 19h30, si je ne dis pas de bêtises, ou 19h, avec Sandra Meunier. Sandra Meunier, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, qui apporte de la joie dans les hôpitaux, qui apporte de la joie dans les écoles. Et elle mérite à être connue. Elle est déjà intervenue au Festival pour l'école de la vie, au Congrès Innovation de l'Éducation. Et vous verrez, c'est une magnifique personne. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.